En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Évidemment, comme le prix de tout bien ou produit ou service, les dirigeants d'une entreprise, il y a un marché d'offres et de demandes. Plus on monte dans une organisation, c'est comme une pyramide, il y a moins de candidats il y a moins de candidats potentiels pour ces postes-là, compte tenu de l'expertise que ça prend, du niveau de responsabilité, du niveau de compétences dans différentes sphères d'activité, qui fait en sorte que c'est le cumul de ces compétences-là qui nous amène à pouvoir convoiter un poste de haute direction. Deuxièmement, aussi une question de responsabilité, de niveau de responsabilité et d'imputabilité. N'est pas chef de la direction qui veut, n'est pas vice-président ou vice-présidente qui le souhaite. Il faut être capable d'assumer les responsabilités et à un moment donné, quand on arrive à la tête complètement comme chef de la direction, il y a le niveau d'imputabilité que ça implique et, comme on dit en anglais, the buck stops there, là. Et c'est la personne qui ultimement doit prendre les décisions et en assumer les conséquences. L'autre chose, au niveau de la rareté, pourquoi les investisseurs sont prêts à payer? Il y a des gens qui ont fait leurs preuves dans différents domaines et je vous cite un exemple très récent de Hunter Harrison qui a 72 ans, qui vient d'accepter un poste de chef de la direction pour la 4e fois à la tête d'une quatrième organisation ferroviaire, là. Et il a laissé sur la table au CP, qui était son employeur précédent, une valeur de 118 millions de rentes et d'intéressement à long terme de toutes sortes auquel il avait droit alors qu'il était chef de la direction du CP. Donc, on peut présumer que son nouvel employeur l'a compensé au moins pour le 118 millions. Et pourquoi le nouvel employeur est-il prêt à payer cette somme-là? Nonobstant le fait qu'à travers ces années comme dirigeant d'une entreprise, Hunter Harrison a quand même travaillé avec des équipes de direction qu'il a lui-même développées et donc il y a d'autres talents dans le monde qui existent qui pourraient présumément faire ce travail-là. Et il a aussi écrit des livres. Alors, il a une recette éprouvée qu'il a publiquement dévoilée, donc c'est pas un secret de polichinelle. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un voudrait le payer si cher? Et c'est probablement parce que ce qu'on en dit, en fait, c'est qu'il a une habileté de devenir l'agent de transformation par excellence d'une organisation, d'une culture organisationnelle, tout ce qu'on appelle le côté soft des organisations et non le côté recette cartésienne chiffrée de couper des coûts uniquement, mais de poser des gestes qui font en sorte que les employés et l'ensemble de l'organisation se mettent derrière lui pour tirer la charrue du bon côté. Un autre élément qui explique l'écart de rémunération important, ou de plus en plus important, entre les dirigeants et les employés, c'est probablement l'effet de la divulgation. Alors, c'était un effet qui n'était pas escompté, évidemment, quand les commissions des valeurs immobilières ont mis en place ces exigences de divulgation-là. Ils ont osé espérer que ça aurait peut-être un effet d'abnégation et par humilité ou par sens de peut-être culpabilité, ils pensaient que les dirigeants étaient pour se restreindre finalement et peut-être limiter les excès ou les différences. Mais c'en est rien finalement en se comparant et ça a plutôt eu un effet de copier-coller. Donc, mon voisin à côté a ça, moi je veux avoir ça, et combiné avec des conseils d'administration qui, encore une fois, se cachent derrière le bouclier des pratiques de marché, c'est mon expression favorite, pour dire, si on n'offre pas ça, on risque de le perdre. Alors que dans les faits, il est très très rare qu'un dirigeant qui se fait remercier d'une entreprise va aller
devient à la tête d'une entreprise comparable ou de taille plus importante. Généralement, les dirigeants qui se font remercier vont accepter un défi dans une plus petite entreprise pour grandir cette entreprise-là. Alors, cet effet de comparaison-là est un peu... l'effet de la comparaison est amplifié, moi je trouve, dans l'établissement de la politique de rémunération d'une entreprise. Les conseils d'administration seraient beaucoup mieux servis s'ils regardaient leur propre compagnie, la valeur de leur valeur, et fixaient une politique de rémunération qui est en ligne avec les objectifs qu'ils essaient d'atteindre plutôt qu'on se compare à droite et à gauche. Une dernière raison, on pourrait aussi évoquer le rôle des consultants dans l'établissement des politiques de rémunération. Est-ce que les consultants alimentent cette spirale inflationniste-là ou non? On pourrait croire que certains, dépendamment de qui embauche le consultant, est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce que ce sont les dirigeants? Est-ce qu'il y a deux consultants qui s'affrontent pour recevoir les grâces de l'un et de l'autre? Dans des conditions comme ça, c'est sûr que c'est pas gagnant pour l'organisation. C'est important quand on choisit un consultant en rémunération, comme quand on choisit un vérificateur ou tout autre conseiller externe. Le conseiller externe devrait être là comme les conseils d'administration, devrait être là pour s'assurer d'éclairer l'organisation dans les choix qu'elle fait et de toujours les aligner pour optimiser la pérennité de l'organisation. Alors, c'est un thème qui revient tout le temps. Les administrateurs ne sont pas là pour défendre les actionnaires au détriment des dirigeants et vice-versa. Le consultant, la même chose, n'est pas là pour défendre les dirigeants ou le conseil d'administration, mais le consultant devrait être là pour défendre l'intérêt de l'organisation dans son ensemble.